À 24 ans, Adrien est un miraculé. Il y a 5 ans, il a été victime d'une attaque particulièrement violente qui a fait voler sa vie en éclats. Il y a 2 Adriens, il y a eu celui avant ça et après. Là, le deuil de ma vie d'avant était fait. En exclusivité pour Enquête criminelle, Pas de pli. il a accepté de revenir pour la première fois face caméra sur cette nuit d'horreur où il a échappé de peu à la mort. Sa survie, il la doit uniquement à son courage. C'est l'instinct de survie, là. C'est vraiment, là, on devient un animal. C'est bestial. Il y a une proie, il y a un chasseur. Je vais pas être la proie, moi. Aujourd'hui, Adrien porte toujours les séquelles de cette tentative d'assassinat qui lui a laissé de nombreuses cicatrices. J'en ai sur tout le corps. Partout. La plus grosse, c'est celle-là. Après, j'en ai là. Voilà. Là aussi. J'en ai une en plein milieu là, j'en ai une là, je sais pas si on peut le voir. J'en ai là. J'en ai là, partout. Au total, 1,50 m de points de suture sur tout le corps et surtout une infirmité permanente au niveau de la main droite qui l'handicape dans tous ses gestes du quotidien. Là, je peux plus déplier. Elle était sectionnée complète. Jusqu'à là. T'en veux, c'est qui t'ont fait ça? Ah oui, je leur en... Bien sûr que oui, je leur en voudrais toute ma vie. Derrière ce drame, un couple diabolique au profil déroutant, déterminé à tuer. La boîte mineure, elle a beau avoir 16 ans, mais c'est quand même un petit monstre, hein. C'est un adepte du gore, c'est un adepte de la violence, c'est un adepte des films d'horreur. C'est quand même 2 grands dérangés qui se sont rencontrés. Et ce jour-là, il n'a fallu qu'une mèche pour que l'ensemble explose. Mais alors pourquoi autant de sauvagerie envers un si jeune homme? Entre sexe, avoir une relation à plusieurs, quoi. mensonge Cette histoire a été montée de toutes pièces. et violence extrême. On dit c'est une boucherie, là c'est pas une image, c'est la réalité. Plongé au cœur d'un fait divers particulièrement sanglant où la réalité a rattrapé la fiction. On est face à un scénario de film d'horreur. Tout est fait pour que Adrien ne s'en sorte pas. Je me suis dit, il va mourir en fait. Mon fils était attaqué, il va mourir. C'est un miracle que ce jeune homme soit encore en vie aujourd'hui. Tout commence le 21 septembre 2020 dans la petite commune de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. C'est ici que vit Adrien, alors âgé de 19 ans, avec sa mère et ses 2 frères. Adrien, avant les faits, est décrit comme un jeune de tous les jours, qui aime faire la fête, qui a des amis, qui fait les 400 coups aussi. C'est un jeune homme qui aime beaucoup le sport, il fait beaucoup de karaté, il joue avec ses copains à la console, une vie classique. Ce soir-là, le jeune homme profite d'être seul au domicile familial pour inviter une certaine Chloé, 16 ans. J'ai rencontré Chloé sur une application de rencontre. On a échangé quelques messages. On a décidé à se rencontrer. Et voilà, on s'est revus quelques fois, mais sans plus. Ils ont une relation qui est plus basée sur les rapports physiques que sur les rapports intellectuels. Et donc ce soir, ce 21 septembre, le programme, c'est un petit peu de plaisir. Seulement, cette soirée qui s'annonçait sous les meilleurs auspices va rapidement virer au cauchemar. Elle est arrivée vers 23h. Comme d'habitude, moi je fais rentrer les gens, machin, sympathique, tout ça. On boit un verre d'eau. On commence nos affaires. Elle se met torse nu, moi en partie nu aussi. Enfin nu même. Mais avant de poursuivre la relation sexuelle, Chloé a une requête. Elle me demande d'aller fumer une cigarette. J'ouvre la véranda, on fume sur ma terrasse, comme on fume pas dans la maison. Et puis, ils reviennent à l'intérieur de la maison et ils entreprennent un flirt plus poussé. Un préliminaire lui est demandé, donc il va se retrouver à genoux et il ne va pas sentir la présence d'un homme qui va surgir derrière lui, armé d'une machette. Et là, premier coup de machette. Dans la tête. En plein milieu, là. Je tombe sur le côté, un petit peu sonné. J'ai pris un deuxième, là.
Et du coup, instinct survie, protection avec une main, j'ai mis comme ça. Et là, j'ai pris un coup de machette qui m'a fendu la main en deux. Et là, il constate aussi que sa petite copine occasionnelle, Chloé, est elle aussi armée d'un couteau. Seul, face à deux agresseurs armés, Adrien comprend qu'il n'aura pas le dessus. Fallait que je sorte de cette baraque. Et c'est un incroyable coup du sort qui va donner à Adrien l'occasion de s'échapper. Par chance, le sang qui est agité partout crée finalement une mare de sang un peu visqueuse. L'auteur va glisser dans cette plaque de sang qui va lui donner un petit temps pour qu'il prenne la fuite. Je l'ai vu par terre, ça fait une seconde. Sauf qu'après, lui s'est relevé, il m'a suivi, du coup, le long de la maison, et là, il m'a remis des coups de machette dans le dos, là. Malgré tout, Adrien parvient tant bien que mal à atteindre la rue. Et à ce moment-là, l'auteur va s'arrêter là. Pour Adrien, c'est pas terminé. Il va falloir maintenant trouver de l'aide. J'ai vu des fenêtres avec des lumières. J'ai essayé d'aller sonner aux portes, on m'a pas répondu. Et à ce moment-là, je tourne la tête à gauche, je vois la lumière du McDonald's. Je pense que c'était comme la lumière au bout du tunnel, je sais pas, j'ai vu ça. Je me suis dit, si, à la lumière, il y a du monde. Et il fonce en direction de ce fast-food où il espère qu'il va pouvoir trouver de l'aide. Il est 23h45 dans ce restaurant de Pont-à-Mousson. Alors que le service touche à sa fin, clients et employés vont assister à une scène qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ce soir-là, Jonathan profite tranquillement d'une soirée entre amis. On était installés juste derrière le buisson, là, sur une des tables, avec des amis à moi. On était en train de discuter tranquillement. Et puis, d'un coup, il y a une amie à moi qui a crié, en me désignant cet endroit-là. Contre quoi, il y avait quelqu'un qui était en sang. Cet instant a été capté par la vidéosurveillance du restaurant. Attention, les images que nous avons choisi de flouter sont particulièrement choquantes. La scène est tellement inimaginable que Jonathan pense d'abord à une blague. Je me suis dit, en fait, ensanglanté de la tête aux pieds, c'est pas possible de pouvoir marcher, de se tenir debout, en fait. Donc moi, je me suis dit, c'est une caméra cachée, c'est une farce, on veut nous faire peur. Et en fait, quand je me suis approché, c'est vraiment l'odeur du sang qui m'a dit, non, en fait, c'est pas une boutade. Et de là, il a commencé à me dire, aide-moi. Jonathan comprend alors qu'il faut agir vite. Et en tant qu'ancien militaire, il va tout de suite avoir de bons réflexes. La main saignait énormément, donc j'avais fait un garrot au bras. De là, j'avais vu contre quoi il avait été coupé au niveau de la gorge. Donc avec mon pouce, en fait, j'avais appuyé sur le cou afin que ça limite le sang, quoi. Au début, il était conscient. Et en fait, petit à petit, je pense que tellement qu'il y avait le sang qui coulait, puis il a redescendu là dans la ligne, en fait, je commençais à perdre connaissance. Puis à plusieurs reprises, il m'a dit je vais mourir. En fait, j'essayais de le rassurer que le temps que moi j'étais là, qu'on parle et tout ça, en fait, que non, il va pas mourir, que les secours ils arrivent, que ça va aller. Il me parlait, il me disait reste avec nous, machin. Moi je dis attends, là je sens, là, je suis en train d'y aller là. Il me dit non, reste là mon grand. Il m'a mis mes garrots, ça, ils ont appelé les pompiers sont venus. Et là je me suis laissé partir. Adrien est transporté en urgence à l'hôpital de Nancy. Son pronostic vital est engagé. La police, bien évidemment aussi, est prévenue et l'enquête commence. Les témoins présents au restaurant sont interrogés. À commencer par Jonathan, qui a pu recueillir les confidences de la victime avant qu'elle ne perde connaissance. Je lui ai demandé qui lui avait fait ça, donc il m'avait parlé d'une fameuse Chloé. Donc moi j'avais retenu cette chose-là et quand la police est arrivée, je leur avais dit. Et Jonathan va apporter une autre information cruciale aux enquêteurs. 45 minutes avant l'arrivée d'Adrien, il pourrait avoir aperçu les auteurs du crime. Je leur ai expliqué comme quoi en fait j'avais vu un couple qui passait en fait d'ici là, ils venaient de là-bas. Et en fait ils sont juste passés là le long de cette petite route là, devant nous. Et de là j'ai dit oh ils sont bizarres ouais. Ça, en fait ils m'ont paru bizarres. Ils étaient vraiment déterminés, donc lui il était avec une capuche. Donc elle était à sa droite. Elle avait un look assez particulier, enfin on va dire pas commun. En fait elle avait deux petits chignons sur le côté de la tête.
qui était rose. J'avais bien vu sa tête parce qu'elle nous avait regardé. Un peu de travers, un peu méchamment, on va dire. La jeune fille au look extravagant, aperçue par Jonathan, serait-elle la fameuse Chloé évoquée par Adrien? C'est ce que semble confirmer une autre témoin. Il y a une employée du fast-food qui dit « Ah mais moi je connais une Chloé qui correspond un peu à sa description physique, ce look un peu excentrique, etc. » Pour les enquêteurs, c'est une première piste. Sauf qu'on est persuadé qu'elle n'était pas toute seule, hein. D'abord parce qu'elle a été vue en compagnie d'un homme. Qui est cet homme? Ça, à ce moment-là, c'est le point d'interrogation. Mais la priorité pour les policiers est d'abord d'identifier formellement la victime. Au moment où on l'embarque, il est nu, il a donc par définition pas de papier sur lui. Et l'idée, c'est quand même de savoir un petit peu qui c'est. Donc en suivant, un peu comme le petit Pousset, en suivant les traces de sang, ils arrivent à retrouver donc le domicile d'Adrien. Donc à partir de là, il est identifié. C'est à cet instant que la vie d'Ingrid, la maman d'Adrien, va basculer. Ce soir-là, elle a laissé son fils seul au domicile familial, car elle devait s'occuper de l'enterrement de sa propre maman. Je le quitte à 20h, parce que je faisais la navette entre le funérarium, tout ce qu'il fallait faire. Sur les coups de 3h du matin, je reçois donc un appel de la police qui m'avertit que mon fils a été agressé à l'arme blanche à mon domicile. Je me suis dit, il va mourir en fait. Mon fils était attaqué, il va mourir. Ingrid se précipite alors à son domicile. Je suis arrivée donc chez moi, il y avait de la police de partout. Et on me demande si je connaissais donc la petite amie d'Adrien qui l'attendait le soir. Je la connaissais pas. Mais pour le moment, ce qui préoccupe cette maman, c'est avant tout l'état de santé de son fils de 19 ans. Mais j'ai pas eu d'informations. Il y avait juste, pendant l'interrogatoire, des appels au CHU toutes les 15-20 minutes pour savoir si Adrien était en vie. Ce sont alors de longues heures d'angoisse qui attendent Ingrid, tandis que les forces de l'ordre vont poursuivre leurs investigations. Cédric Paton est brigadier-chef à la police judiciaire de Nancy. C'est lui qui va diriger l'enquête et procéder aux premières constatations sur le lieu du drame. Et malgré son expérience, le policier est encore marqué par ce qu'il a vu ce jour-là. Cette scène de crime, même 5 ans et demi après les faits, il me suffit de fermer les yeux pour la revoir. Quand on arrive devant ce portail, c'est un portail en PVC blanc, il est maculé de sang. Et un petit chemin bétonné fait le tour de cette maison. Et on va pouvoir voir les traces de sang tout le long de ce chemin bétonné, des gouttes de sang au sol. Et on arrive derrière à la véranda et on voit sur les fenêtres de la véranda des projections de sang. On pénètre dans la véranda, on traverse, on accède à la cuisine. Sur l'électroménager de la cuisine, des projections rectilignes de sang, plusieurs. Vous traversez un petit couloir et puis vous pénétrez dans le salon. Et là, l'impression de pénétrer sur une scène de film d'horreur parce que des projections de sang sur les murs, au sol, au plafond. C'est la première fois que je visualisais une scène aussi sanglante. Bien qu'éprouvante, cette analyse approfondie des lieux va permettre aux enquêteurs d'avoir une idée plus précise du déroulé des faits. On comprend bien, puisqu'on retrouve les vêtements de la victime dans le salon, que les faits ont commencé à cet endroit, les premières projections de sang, et puis on comprend également qu'il a fui à travers la cuisine, la véranda, le petit chemin bétonné, le portail. Et chaque trace rectiligne de sang va nous faire comprendre que à chaque fois, à chaque endroit, une lame est venue sans doute s'abattre sur le corps d'Adrien. Les forces de l'ordre vont ensuite poursuivre leurs investigations à l'extérieur de la maison. Il y aura aussi des constatations à faire à l'extérieur puisque et les agresseurs et la victime, il y a des traces de sang qui ont été laissées sur leur chemin de fuite. Grâce à ces traces, le parcours effectué par Adrien pour aller chercher du secours est reconstitué en détail. Entre la maison et le fast-food, il est resté, je dirais, une centaine de mètres sur le trottoir du côté de son habitation. Et ensuite, il va traverser
une 50aine de mètres en amont du fast-food, le passage piéton, avant d'arriver sur la terrasse du fast-food. Un trajet de 200 mètres au total. Distance qu'il a parcourue nu, ensanglanté, avec une main ouverte, avec une épaule ouverte, avec un crâne ouvert, avec un dos lacéré. Je ne comprends même pas comment il a pu survivre à tout ça. Mais ce n'est pas tout. D'autres traces de sang plus minimes semblent, elles, partir dans une autre direction et donc correspondre à la fuite des auteurs. Un chien de sang va être contacté pour pouvoir suivre la trace des auteurs potentiels et ça va nous mener jusqu'au téléphone de la victime qui va être abandonné par les auteurs dans un terrain en friche juste en face le domicile de la victime. Le téléphone portable d'Adrien est intéressant pour l'enquête parce que vous savez comme moi qu'un téléphone portable, ça donne plein d'éléments, notamment les échanges, les SMS reçus, les SMS envoyés, les appels entrants, les appels sortants. Et ce travail de téléphonie va nous mettre sur la piste de l'un des auteurs, de Chloé en l'occurrence, puisqu'elle va l'avoir contacté la veille au soir à plusieurs reprises avec une ligne téléphonique qui était au nom de sa maman. La prénommée Chloé, avec qui Adrien avait rendez-vous le soir des faits, est donc formellement identifiée. Il s'agit d'une jeune fille de 16 ans qui vit à Pont-à-Mousson. Ça confirmera le renseignement donné par l'employé du fast-food sur l'identité de la prénommée Chloé. Une fois qu'ils ont le numéro de téléphone de Chloé, ils vont sortir ce qu'on appelle les fadettes du téléphone de Chloé. L'idée, c'est de trouver avec qui elle était ce soir-là, qui était son complice ou l'homme qui l'accompagnait. On va se rendre compte en fait qu'elle correspond depuis plusieurs semaines avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre et qui semble être en tout cas son petit ami du moment. Elle entretient des échanges réguliers et nombreux avec la ligne d'Alexandre, y compris les heures avant les faits et y compris après les faits. Alexandre Polack, un jeune homme de 26 ans, résidant dans une commune voisine, serait-il l'homme à la machette? C'est ce que laisse penser la géolocalisation des téléphones des deux amants. Le déplacement de ces lignes téléphoniques le soir des faits est le même, qui semble vouloir dire qu'ils étaient ensemble, que c'est sans doute avec lui qu'elle a agi. Donc à partir de ces éléments-là, les policiers de Nancy décident de passer à la phase interpellation. Et vous allez voir que les explications du couple vont être des plus surprenantes. 23 septembre 2020, moins de 48 heures après l'agression d'Adrien, Chloé et Alexandre Polack sont interpellés chacun de leur côté. Je vais participer pour ma part à l'interpellation de Chloé, on va aller la chercher au lycée. Elle n'est pas surprise qu'on vienne la chercher, elle comprend parfaitement. Dans la foulée, les enquêteurs procèdent à une perquisition de l'appartement où la jeune fille de 16 ans vit avec sa mère et son frère. Ils vont alors plonger dans un univers très particulier. Les policiers vont découvrir une chambre d'adolescente, mais d'adolescente torturée, puisqu'on est dans un cadre gothique, mais qui va un peu au-delà du gothique, puisqu'on est dans le morbide. Les murs sont emplis de cadres, de dessins, de peintures, faites par elle-même, tantôt sexuelles, tantôt morbides, des bustes scarifiés, des choses très noires. Et l'attitude de l'adolescente va les laisser sans voix. Chloé va nous guider tout au long de ses investigations, elle va nous expliquer où se trouve chaque chose, chaque arme utilisée. Elle va fièrement nous indiquer que derrière sa table basse se trouve la machette. La machette est l'arme du crime, ça ne fait aucun doute, puisque quand les policiers vont la retrouver, donc elle est encore pleine de sang. Des traces de sang qui s'avéreront être évidemment le sang d'Adrien. 2 couteaux sont également retrouvés et nous sont remis par Chloé comme étant ceux qu'elle portait au moment des faits. On va les saisir de la même manière, mais eux ne portent aucune trace de sang. Et puis elle va nous remettre un sac d'habits, qui sont les habits qu'ils portaient au moment des faits, qui sont maculés de sang. C'est comme si elle était en train en fait de leur faire un peu la visite du musée des horreurs. Et donc elle montre tout ça aux enquêteurs, de manière très facile, presque contente d'elle-même et satisfaite. Elle est comme une jeune fille qui ne mesure pas la portée, les conséquences des actes qui viennent d'être commis. C'est assez effarant d'ailleurs. Les policiers n'en reviennent pas.
Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Car lors de sa garde à vue, l'adolescente va une nouvelle fois faire preuve d'une grande désinvolture. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est marqué par les événements. On a plus l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est contente de pouvoir s'expliquer, de parler d'elle et d'échanger avec nous. Elle va tout de suite dire aux enquêteurs, oui, lundi j'ai tenté d'assassiner ou de tuer un homme. En expliquant que voilà, elle souhaitait faire du mal à Adrien. Et son compagnon va lui aussi avouer sans aucune difficulté. Il va être auditionné pour recueillir lui son récit des faits. Et il est dans une attitude, dans un premier temps, presque de revendication de son geste. Il parle de 7-8 coups de machette qu'il a porté. Il va même ajouter qu'il a tenté d'égorger en fait Adrien pendant la scène. Les policiers essayent de trouver un peu d'humanité chez lui en disant écoutez voilà, vous avez tout expliqué, c'est bien, mais vous n'avez pas un mot à dire à la victime. Enfin, je veux dire qu'il y avait aucune empathie, rien du tout. Son seul regret sera de ne pas avoir réussi sa mission et d'avoir tué Adrien. Mais alors, pourquoi une telle haine envers le jeune homme de 19 ans ? La raison qu'ils vont invoquer, c'est un viol qu'aurait subi Chloé quelque temps auparavant de la part d'Adrien et de deux de ses amis. D'après la jeune femme, les faits se seraient déroulés 1 mois et demi plus tôt au domicile d'Adrien. Chloé va expliquer que le 10 août au soir, elle va assister à une soirée chez Adrien avec Alexandre. Alexandre dit que lui se plaît pas du tout à la soirée, il aime pas l'ambiance, il aime pas les personnes qui s'y trouvent. Il va décider de partir avec Chloé, donc ils vont quitter la soirée. Elle décide de raccompagner Alexandre Polack à son domicile, ou en tout cas à la gare, pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et l'idée est qu'ensuite elle retourne chez elle. Elle habite un peu plus loin que le domicile d'Adrien. Et elle explique l'histoire en disant voilà, j'avais une envie pressante d'uriner. Du coup, j'ai sonné à la porte d'Adrien pour soulager ce besoin pressant. Et à ce moment-là, les 3 jeunes, dont Adrien et 2 de ses copains, l'auraient violé. C'est ce viol en réunion dont aurait été victime Chloé qui aurait motivé les 2 amants à passer à l'acte. Elle a parlé de cette histoire à son compagnon, donc Alexandre Polack, et tous les 2 ont décidé de venger la jeune femme en fait en faisant souffrir Adrien. Mais l'assassinat du jeune homme n'était en fait que la première partie de leur projet criminel. Il y avait une liste de gens à tuer, sa dead list, et elle mettait des noms. Et Adrien est le premier sur cette liste. Il souhaitait s'en prendre après aux autres personnes, aux amis d'Adrien, que Chloé accusait d'avoir violé. Le plan était parfaitement bien rodé. C'est un plan effectivement qui est un plan bien ficelé en plusieurs étapes, puisque d'abord ça consistait à quelque part ferrer Adrien, donc pour ça lui faire miroiter une relation sexuelle qu'il pourrait avoir avec Chloé, jeune fille avec qui il avait déjà couché par le passé. Rendez-vous amoureux qui doit avoir lieu donc au domicile d'Adrien. Seule Chloé devait rentrer à son domicile, le mettre nu et débuter une relation sexuelle. Ensuite, puisqu'elle connaissait la maison, d'aller ouvrir la véranda à l'arrière pour que Alexandre puisse pénétrer dans le domicile sans difficulté. C'est pour cette raison que, souvenez-vous, la jeune femme avait prétexté une envie de fumer. Elle me demande d'aller fumer une cigarette. J'ouvre la véranda, on fume sur ma terrasse, comme on fume pas dans la maison. En réalité, Chloé en a profité pour déverrouiller la porte qui permettait d'accéder à la véranda, donc de rentrer à l'intérieur de la maison. Alexandre, qui attendait dehors, tapis dans l'ombre, n'avait alors plus qu'à s'introduire discrètement dans la maison et à surprendre Adrien, mis volontairement dans une position délicate par Chloé. Il est en train de faire un préliminaire à Chloé et il ne va pas entendre. Dans sa tête, il est parti pour avoir une relation sexuelle. Il s'imaginait absolument pas une seconde qu'un individu allait arriver armé d'une machette et le frapper. Pour arriver à leur fin, Alexandre et Chloé étaient tous les 2 venus armés. C'était plutôt bien équipé puisque donc elle avait planqué 2 couteaux dans chacune de ses bottes. Lui était venu armé donc de sa fameuse machette. Elle avait une mission avec ces 2 couteaux, c'était de les sortir si toutefois la victime criait pour pouvoir lui planter dans la gorge et dans les cordes vocales.
Ce qu'elle ne va pas faire, elle va être totalement tétanisée par ce qui se passe et elle ne va pas porter de coups. Et une fois leur crime accompli, les deux amants avaient tout prévu pour se débarrasser des preuves. Ils avaient des vêtements pour se changer parce qu'ils imaginaient bien que leurs vêtements seraient imbibés de sang ou tachés de sang. Ils avaient également prévu des bidons de liquide inflammable. Le but, en fait, était de tuer Adrien et ensuite de faire brûler la maison familiale avec son corps à l'intérieur pour faire disparaître les preuves. On est face à un scénario de film d'horreur, quelque chose de bien écrit et qui, heureusement pour nous, ne s'est pas déroulé comme prévu. Car ce qu'Alexandre et Chloé n'avaient pas anticipé, c'est la force de caractère d'Adrien et sa volonté de s'en sortir coûte que coûte. Même si à son réveil, le jeune homme n'est plus vraiment le même et va devoir rendre des comptes. À l'hôpital de Nancy, Adrien est entre la vie et la mort. Il a dû être opéré pendant plus de 18 heures et présente de graves blessures. Les médecins qui sont occupés de lui ont dit mais il avait des blessures en fait de type une personne qui vient de survivre à un attentat. On a quelqu'un qui s'est fait découper littéralement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand on dit c'est une boucherie, là c'est pas une image, c'est la réalité. À sa sortie du bloc, le jeune homme est plongé dans le coma. Pour Ingrid, voir son fils de seulement 19 ans dans cet état est un véritable supplice. C'était quand même extrêmement compliqué de voir Adrien qui était quand même extrêmement sportif. Attaché, intubé, le fait qu'il y ait des pansements partout, des agrafes, on a pris conscience que ça allait être grave. Et on avait toujours cette interrogation sur le fait de se dire, quand il va se réveiller, est-ce qu'il va se souvenir? Est-ce qu'il va avoir toute sa tête? Heureusement, après 4 jours de coma, Adrien se réveille enfin. Je me réveille, je panique. En fait, j'avais de la salive dans mon tube, il m'avait intubé. Je pensais que j'étais en train de m'étouffer en fait. Et j'ai paniqué, j'étais attaché pourtant, parce que les gens qui sortent du coma ils paniquent, du coup ils nous attachent. Et j'ai réussi à m'enlever un lien, à m'extuber complet, à enlever le deuxième lien. Je me suis arraché en tout 8 tubes et je me suis levé parce qu'en fait, le seul truc que j'ai capté c'est qu'on était jeudi. On était jeudi. Et jeudi, c'est l'enterrement de ma grand-mère. Si au vu de son état, Adrien ne pourra bien sûr pas assister à l'enterrement de sa grand-mère, il va tout de même pouvoir joindre sa maman par téléphone. Il y a un de mes fils me dit « Maman, il y a Adrien au téléphone ». Je dis « Ah bon ?» Et je mets le téléphone à mon oreille et Adrien me dit « Maman, t'inquiète pas, je suis là ». Ah, c'était libérateur. Ça nous a rassurés. On s'est dit, s'il a su nous dire ça, c'est déjà que la tête va bien. Seulement, dès son réveil au service de réanimation, une nouvelle épreuve attend Adrien. Je vais me rendre à son chevet pour prendre ses premières déclarations et essayer de comprendre comment tout ça a pu arriver. C'est simple, dès que t'es à peu près conscient, t'arrives à articuler 3 phrases, police tout de suite. Il ferme les portes, il ferme tout, police. Au début, tu comprends rien, t'as le cerveau, il est liquide, t'arrives à peine à articuler. Compliqué. Il arrive à nous expliquer la soirée et le déroulé des faits, jusqu'à sa fuite. Ensuite, ce qui se passe dans la rue, il n'en a plus le souvenir. Et après, il m'explique que voilà, j'ai été attaqué à la machette par Alexandre Pollack. Il me dit, bon bah voilà, pendant que t'étais dans le coma, on les a eus. Mais si Adrien est soulagé de savoir ses agresseurs hors d'état de nuire, il va rapidement être confronté aux accusations de viol de Chloé. Un véritable choc pour le jeune homme. Je vois que les policiers sont en train de limite m'accuser. Ils sont en train de me prendre comme un coupable. Donc moi, je me dis, purée, je me fais agresser dans l'histoire et c'est moi le coupable. Adrien n'est pas le seul à faire face à ces accusations. Jordan, l'un de ses 2 amis que Chloé accuse également de viol, va lui aussi devoir s'expliquer auprès des policiers. J'étais convoqué. Ils m'ont expliqué pourquoi j'étais là. Ça m'a beaucoup choqué de savoir ça. Puis j'ai eu peur aussi pour les effets qu'il y avait derrière, les impacts. En plus, à l'époque, je ne savais pas si elle était mineure. Moi, ça l'a su qu'après, parce qu'elle disait qu'elle était majeure, du coup. Et j'ai bien expliqué qu'on n'avait rien à voir dedans. Les 2 amis vont alors livrer une toute autre version de cette fameuse soirée du 10 août 2020.
Ce soir-là, Adrien m'appelle pour passer chez lui parce qu'il faisait une petite soirée avec des amis. Donc je l'ai rejoint. On a commencé à boire 2 verres. Ils me disent invite du monde. Je connais personne dans ma ville. Personne. C'est une ville où je suis pas originaire. J'y ai déménagé. La seule personne que je connais, c'est Chloé. Du coup, je me dis allez hop, je l'invite. Et à ce moment-là, il y avait Alexandre Pollack. Et elle me le décrit comme son copain. C'est la seule fois où Adrien verra Alexandre Pollack avant le soir où il a tenté de le tuer. À ce moment-là, je me suis pas rendu compte qu'Alexandre pouvait être violent ou quoi que ce soit. Il avait un bon comportement. J'étais loin de penser que ça pouvait en arriver là, mais très très loin. Il n'est pas une tête de méchant, il n'est pas un comportement agressif. Il dansait, il chantait, il sautait partout. Du coup, je l'ai pris en vidéo en train de danser sur la musique des Télétobies, sauter dans la véranda. C'est mort si tu m'approches pas, toi. T'approches de plus, ça te la gueule. L'ambiance semble alors bon enfant. Mais d'après les 2 amis, Chloé n'aurait pas hésité à se montrer entreprenante quand son compagnon avait le dos tourné. Des petits exemples, elle avait une jupe un peu écolière, là, un peu costume à l'anglaise, quoi. Et du coup, dès qu'elle se baissait, elle la levait, elle nous montrait ses fesses, son string. Il y a que des petits trucs comme ça, des petits détails. Et bref, fin de soirée, elle me dit je le ramène et je repasse. Et à son retour, la température serait rapidement montée d'un cran entre Chloé et les 3 garçons toujours sur place. Elle a commencé à danser un peu dénudée sur la musique, machin, enlever une jupe, enlever un haut. Voilà, à se déshabiller au fur et à mesure. Et après, s'en est suivi rapport sexuel, quoi. En plein cadre, du coup, mais tu étais consenti. Tu n'avais pas été forcé ou quoi que ce soit. C'était vraiment volontaire. Et après, on l'a ramenée chez elle en voiture avec mon ami. Et ça en est resté là, quoi. Elle était tout à fait normale. Elle était pas paniquée, pas stressée. Elle s'est dit, bah, passez une bonne soirée et tout. Si tout le monde est content. Bref. Tout me paraissait normal jusqu'à là. Mais alors qui dit la vérité? Comme bien souvent dans ce type d'affaires, c'est parole contre parole. Les enquêteurs vont donc essayer d'en apprendre davantage sur la personnalité de l'adolescente pour démêler le vrai du faux. À seulement 16 ans, Chloé a déjà une personnalité très affirmée. C'est une jeune fille qui est assez excentrique dans son apparence, déjà vestimentaire, son style, coupe de cheveux, etc. Elle a les cheveux roses, rouges, elle est un peu punk et au-delà de son look un peu particulier, elle est quand même très très perturbée. C'est une jeune fille qui évolue dans un monde assez sombre, avec des idées noires, avec une fascination pour le morbide, pour la mort, pour la violence. Sur ses réseaux sociaux, elle s'affiche avec voilà les lèvres peintes en rouge, mais qu'elle étire façon sourire du Joker. Elle pose avec des couteaux. Et certaines légendes font froid dans le dos. Je suis une arme de destruction massive. Je vais te détruire. Viens, gamin. Je te promets d'être gentil et d'abolir tes souffrances très vite. Elle parle déjà de tuer quelqu'un. On est vraiment dans cet univers jusqu'au bout. La jeune fille n'hésite pas non plus à avoir des pratiques toujours plus extrêmes. Elle va nous expliquer avoir goûté toutes les drogues ou avoir goûté toute forme de sexualité malgré son jeune âge. Elle a eu un vécu sur le terrain sexuel que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Elle est adepte de scarification, elle est adepte de pratiques de bondage, d'étranglement, etc. Elle s'est aussi proposée sur des sites dédiés aux prostituées pour avoir des échanges tarifés avec des hommes. Donc voilà, c'est une jeune fille qui est déjà initiée à beaucoup de choses à un âge auquel on est encore censé être un petit peu innocent. Ça interpelle, ça questionne. Comment, à 16 ans, on peut en être déjà là, quelque part? La réponse se trouve peut-être dans l'univers familial dans lequel la jeune fille a grandi. Chloé a vécu dans un univers familial assez compliqué, avec un père violent, avec une mère plutôt absente qui était dans un autre logement durant la semaine. Donc les enfants, elle a un frère, sont assez livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas cette présence parentale nécessaire et structurante pour un jeune adolescent, une jeune adolescente. C'est une jeune fille qui est très seule, qui souffre beaucoup, qui était peut-être en recherche d'affection et qui ne l'a jamais vraiment trouvée. D'ailleurs,
Lorsque les proches de Chloé vont être entendus par les policiers, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas être tendres à son égard. Ses proches font un portrait d'elle qui est absolument désastreux. Sa propre mère dit « j'ai mis au monde un monstre ». Elle pose des problèmes depuis toujours. Elle faisait pleurer ses maîtresses dès 6 ans. C'est une gamine qui a été compliquée à élever. En fait, dès sa grossesse, la mère de Chloé aurait eu des sentiments ambivalents envers sa fille. Elle raconte que déjà à l'intérieur de son propre ventre, elle avait l'impression que sa fille la griffait de l'intérieur. On comprend qu'avant même sa naissance, c'était loin d'être gagné pour Chloé. Quant au viol dont aurait été victime la jeune fille, sa propre famille n'y croit pas une seule seconde. La mère nous explique que c'est une menteuse. Le frère ne croit plus du tout à sa sœur et ne croit pas du tout à ces accusations de viol, quelles qu'elles soient. Car c'est loin d'être la première fois que Chloé profère de telles accusations. Elle affirme qu'elle a été violée à plusieurs reprises. Je crois que la première fois, elle avait 8 ans. Elle dit que c'était une cousine. Cousine qui sera entendue également par la suite et qui sera choquée d'entendre de telles accusations. Ensuite, elle a deux autres affaires de viol. Elle dénonce avoir été agressée sexuellement, violée par différents garçons. Seulement, aucune de ces accusations n'a pu être vérifiée. Certaines de ces déclarations semblaient peu crédibles, voire totalement fantasmées. D'ailleurs, les policiers du commissariat de Pont-à-Mousson la connaissaient comme une personne qui s'était présentée à plusieurs reprises pour signaler des viols et en qui ils n'avaient plus vraiment confiance. Alors, Chloé aurait-elle aussi menti à propos du viol en réunion qu'elle aurait subi au domicile d'Adrien? Les policiers vont bientôt en avoir la preuve. On va retrouver dans le téléphone d'Adrien des vidéos de cette fin de soirée du 11 août 2020, quand Chloé repasse au domicile d'Adrien. Et les images sont sans équivoque. La relation est consentie. Sur une première vidéo, on va la voir en train de danser au milieu du salon. Et puis, sur les autres vidéos, on la voit qui s'adonne à des rapports sexuels à plusieurs, avec Adrien, mais aussi avec ses amis. Et on voit une Chloé qui n'est absolument pas contrainte, qui n'est absolument pas soumise, qui s'adonne à une relation sexuelle consentie. Pour moi, en tout cas, ce que j'avais sous les yeux, les vidéos que j'ai pu voir, n'allant pas dans le sens des déclarations de Chloé, elle avait menti une fois de plus. Mais alors, si le viol n'a jamais existé, pourquoi Chloé voulait-elle tuer Adrien? Confrontée aux vidéos retrouvées, la jeune fille va apporter une nouvelle explication. Lors d'une dernière audition, elle va revenir sur ses déclarations pour effectivement admettre que ce n'est pas pour ce prétendu viol qu'elle a agressé ou tué Adrien. Elle va dire qu'en fait, la véritable motivation, ce qui a motivé sa vengeance, c'est que Adrien, en fait, l'a fait passer pour une fille facile. En effet, quelques heures seulement avant d'être violemment agressé, Adrien avait donné le numéro de téléphone de Chloé à un ami. Un ami à moi, qui est chez sa sœur à Pont-à-Mousson à ce moment-là, il me dit « Ouais, je connais personne, machin, nana. » Je dis « Bah écoute, moi je connais une seule personne, c'est une fille, un petit peu facile en plus. Tu vois, il y a peut-être moyen que tu négocies, voilà. » Et bon, lui, il a peut-être pas eu, il est peut-être pas aussi gentleman que moi, il lui a envoyé « Salut, on baise. » Elle va recevoir un message qui est assez cru, effectivement. Elle va décider d'appeler ce numéro et en fait, elle va tomber sur un jeune homme qui lui explique en fait être un ami d'Adrien et que c'est Adrien qui a passé son numéro. Et il y a une discussion un peu vive entre Chloé et ce garçon. Et le garçon qui est entendu par les policiers dira aussi qu'il y avait un homme qui était présent avec Chloé, donc a priori sans doute Alexandre. Ils avaient l'air très énervés tous les deux. Elle est, j'imagine, assez meurtrie dans son ego, dans sa personne, etc. Et donc c'est ça qui motive, apparemment, à première vue en tout cas, son projet d'assassinat. Je crois que c'était la vexation de trop qui peut-être l'a conduit à se dire qu'il n'y avait plus rien à perdre. Une justification qui est loin de convaincre Adrien. S'il reconnaît avoir manqué de tact, il ne pense pas que ce simple message ait pu déclencher le drame.
Avec le recul, c'est sûr, c'est pas correct, mais je suis jeune, j'ai 18, 19 ans, on fricote les copines à droite à gauche. Voilà, on se parle des copines aux copains, quoi. C'est sûr, c'est pas le plus élégant. C'est ça à refaire, je le ferai pas. Mais après, moi, personnellement, j'ai même pensé à tuer quelqu'un pour un message, pour une insulte. D'autant que de leurs propres aveux, Alexandre et Chloé mûrissaient déjà leur projet d'assassinat depuis plusieurs semaines. Ils avaient déjà tenté une première fois d'intervenir au domicile d'Adrien pour pouvoir mettre en œuvre leur plan. Et ils n'avaient pas pu parce que la mère, finalement, d'Adrien était présente. Donc, faut qu'ils arrêtent. Ces excuses bidons. C'est juste, en fait, ils avaient une lubie, une fascination pour la mort, le morbide. En fait, ils fantasmaient là-dessus. Ils ont juste exécuté leur fantasme. Car vous allez voir qu'Alexandre Polack était lui aussi passionné par le gore et la violence. Alors quel rôle le jeune homme de 26 ans a-t-il joué dans ce scénario criminel ? « 3 septembre 2020, 3 semaines à peine avant la tentative d'assassinat d'Adrien. Alexandre Polack fait une apparition dans la presse locale. Pas encore dans la rubrique faits divers, mais à l'occasion du salon du jeu vidéo. Il a attiré l'œil des journalistes et principalement du photographe de l'Est républicain. Alexandre Polack va être pris en photo, c'est presque un peu cocasse par rapport aux faits. Posant fièrement dans le costume en fait d'un des héros de Walking Dead, donc qui est cette série d'horreur avec des zombies, où voilà, il a l'arme, le costume, voilà, et il pose fièrement. Car la passion du jeune homme de 26 ans, c'est le cosplay. Alors, le cosplay, c'est pas uniquement se déguiser en personnage de manga, c'est aussi de se déguiser en personnage célèbre de films cultes. Alexandre Polack est fan de cosplay et a l'habitude d'endosser des personnages. Il va se spécialiser dans les personnages de films d'horreur très saignants. Que ce soit le clown ça, que ce soit Freddy Krueger, c'était sa passion. Les fans des méchants parce que ce sont les personnages, c'est ce qu'il dit, les mieux travaillés dans les films. Je pense qu'il y a surtout une attirance pour les anti-héros, c'est-à-dire des héros qui sont pas forcément lisses, qui suscitent pas immédiatement l'adhésion ou la sympathie et qui peuvent avoir leur propre code moral. En tous les cas, la chambre du jeune homme recèle d'objets toujours plus insolites et parfois dangereux. On retrouve des accessoires, des figurines de films, de jeux vidéo, des reproductions d'objets emblématiques de séries ou de jeux vidéo. Il a une collection d'armes blanches qui colle avec les films qu'il visionne en boucle. Dans cette collection, justement, la machette du héros du film Vendredi 13. Et cette machette, comme par hasard, on va la retrouver dans les mains d'Alexandre Polack le soir où il essaye de tuer Adrien. Clairement, Alexandre a confondu la fiction avec la réalité. C'est vrai que les films d'horreur qu'il visionnait, où il y a des crimes, des meurtres à coups de machette, lui, il les a reproduits dans la vraie vie. Cependant, l'avocat d'Alexandre Polack ne partage pas du tout ce point de vue. C'est pas parce qu'on a une attirance ou un intérêt pour des choses morbides ou du thriller ou du polar qu'on est soi-même un serial killer en puissance. Pour moi, le cœur de tout ça, c'est la relation Chloé-Alexandre. Car lorsque Chloé fait la rencontre d'Alexandre 1 mois et demi seulement avant les faits, entre eux c'est comme une évidence. 2 âmes sœurs destinées à être réunies. Quand elle le rencontre à l'été 2020, alors qu'il est vigile dans un supermarché de Pont-à-Mousson, on veut dire qu'ils se ressemblent, ça semble, quoi. Très rapidement, ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre et entrer dans une relation très intense, très fusionnelle, très exclusive. C'est-à-dire qu'ils vivent l'un sur l'autre et avec très peu d'ouverture sur l'extérieur. Et du coup, il change de comportement, Alexandre. Ses proches vont constater qu'il va maigrir, vont constater qu'il va être beaucoup plus accaparé par le téléphone portable. C'est au cœur de cette relation toxique que vont grandir les envies de vengeance et de violence des 2 âmes.
En fait, ce sont deux âmes un peu perdues qui se sont rencontrées et qui l'un a nourri l'autre et inversement, dans cette délire véritablement macabre. Alexandre Pollack explique qu'il parlait beaucoup des gens qui leur avaient fait du mal, du ressentiment qu'ils avaient, de leur sentiment d'injustice, de leur sentiment que personne ne les comprenait. C'est un peu nous deux contre le reste du monde, quoi. Et donc ils ont cette relation qui est très fusionnelle. À côté, ils ont des pratiques sexuelles qui sont très particulières. Des pratiques sexuelles, encore une fois, extrêmes, qui vont jusqu'à des mutilations, des scarifications. Et c'est elle qui initie Alexandre Pollack, qui a près de 10 ans de plus qu'elle, alors qu'elle est mineure. Alors, la jeune fille de 16 ans serait-elle le véritable moteur du couple ? Se serait-elle servie d'Alexandre Pollack pour réaliser ses fantasmes morbides? C'est ce que laisse penser un troublant témoignage. En creusant un peu, les policiers découvrent qu'un ex-petit ami a vécu exactement la même chose qu'Alexandre. Il va nous indiquer que Chloé aurait aussi tenté de lui faire commettre des violences à l'encontre d'une personne qui l'aurait également violée. Cet homme, nous sommes parvenus à le joindre par téléphone. Il avait annoncé qu'il l'avait violée, qu'il l'avait frappée dans tous les sens. Elle disait oui, j'ai envie de le tuer. Elle essayait de me faire monter contre lui, on va dire. Donc forcément, à une fois, moi j'ai été avec elle et quand j'avais des sentiments pour elle, je voulais la défendre, ce qui était normal. Mais de là à tuer la personne, non. D'après lui, cela expliquerait que Chloé se soit finalement tournée vers Alexandre Pollack. Quand elle a vu que je rentrais pas forcément dans son jeu, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle m'a quitté et que je pense qu'elle a trouvé un mec un peu plus manipulable que moi. Je pense qu'elle en a profité. Donc en fait, est-ce que elle essaye pas depuis un moment de trouver quelqu'un pour, j'ai envie de dire, faire le sale boulot à sa place quelque part. Elle est le cerveau, elle cherche les bras, quoi. Et Alexandre Pollack aurait été le candidat idéal pour remplir ce rôle de chevalier servant. Elle a trouvé le bon gars, bien manipulable, bien modelable comme elle veut. Elle lui a lavé un peu le cerveau. Lui, au moment où il porte les coups, il fracasse un violeur. Dans sa tête, il fracasse un violeur. Il est persuadé d'être le grand justicier masqué. Mais lui, il attendait que ça. De pouvoir faire du mal à quelqu'un, ça a juste été un bon prétexte pour assouvir ces trucs bizarres. Alexandre Pollack, lui, au fond de lui, veut tuer. Veut tuer, c'est son univers. Il le fantasme, il se nourrit de ça depuis des années. Donc, elle l'a manipulé. Oui, mais enfin, il s'est laissé manipuler parce que ça correspondait à ses fantasmes. Ça va prendre parce que voilà, les deux avaient en eux une forme de noirceur. Chloé, c'était la flamme et Alexandre, c'était le bidon d'essence. L'idée, au départ, oui, elle revient à Chloé, mais Alexandre n'a pas été dans un second rôle. Alexandre a été parfaitement acteur. Il y a un scénariste et un acteur. En fait, pour moi, je pense, il vivait dans un film. Et je pense que la prison, ça a été le retour à la réalité. Un retour à la réalité que n'aurait pas supporté Chloé. 7 mois après les faits, je vais recevoir un appel de la magistrate un matin pour m'informer, malheureusement, que Chloé a été retrouvée pendue dans sa cellule. Ce qui va mettre fin aux poursuites la concernant et ce qui va surtout empêcher peut-être d'avoir des réponses au procès. Car c'est donc seul qu'Alexandre Pollack devra répondre de ses actes devant la cour d'assises. « 11 mars 2024, le procès d'Alexandre Pollack s'ouvre devant la cour d'assises de Nancy. Une nouvelle épreuve pour Adrien, qui a passé près d'1 an et demi à l'hôpital pour soigner ses blessures. C'est impressionnant les assises quand même. Quand on connaît pas, c'est très théâtral, on arrive dans la grande pièce, tout est en bois, tout est à l'ancienne, ça résonne, c'est un film pour moi là. À ce moment-là, ça reste quand même très impressionnant. D'autant que le jeune homme appréhende de revoir celui qui a failli le tuer. Je voyais plus exactement son visage, comment il était physiquement. Donc beaucoup d'interrogations là-dessus, comment il va être. Mais ce face-à-face va finalement se révéler bien moins impressionnant qu'Adrien ne le craignait. Il avait le regard un peu de chien battu. Moi, je le trouvais vachement perdu. On a eu ce sentiment de voir un homme qui avait 15 ans, en fait. Quand il essayait de parler, de se défendre, il était vraiment hors de la réalité. Il avait l'air de regretter, mais il avait une attitude qui était un peu aussi de se mettre en retrait des faits, en disant que voilà, lui finalement, il avait fait qu'exécuter ce que lui demandait
son amoureuse, quoi. Pour tenter d'expliquer son geste, Alexandre Polack va revenir sur un événement traumatisant qu'il aurait vécu enfant. Il va indiquer qu'il a lui-même subi un viol alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents. Et il va expliquer que Chloé s'est servie de ça, s'est servie de cette blessure d'enfance. En disant, mais toi qui as été violée, tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait, donc tu comprends la douleur qui est la mienne, etc. Une justification qui est loin de convaincre la partie civile. Ça n'a jamais existé, cette histoire. Jamais personne n'a été au courant pendant 15 ans, 10 ans, hein. Et ça ressort qu'au moment où il se fait juger. Il prend bien le soin de ne pas donner trop de détails. Alors tout ça nous fait penser très clairement que c'est du pipeau et que c'est pour essayer de tirer un petit peu la couverture émotionnelle vers lui. Mais forcément, la défense n'est pas du tout du même avis. Je vois pas pourquoi sa parole elle devrait être décrédibilisée et je vois pas pourquoi sa parole elle vaut moins que la parole de n'importe quelle autre victime potentielle d'agression sexuelle. Peut-être parce qu'Alexandre Polack, tout comme Chloé, est réputé pour être un menteur compulsif. C'est un mythomane, il s'invente des vies, d'agents secrets, de snipers, il simule des accidents. Il est capable, par exemple, je sais pas, de dire à ses professeurs qu'il a fait un AVC la veille, c'est pour ça qu'en fait il a pas pu venir passer l'examen, AVC dont il s'est remis en 2 jours, enfin voilà. Je crois qu'il y a ce désir très profond chez Alexandre Polack qu'on le prenne peut-être en pitié, qu'on le prenne sous son aile. Et ça le conduisait effectivement à rapporter des événements qui n'étaient pas arrivés. Toujours dans cette volonté de rechercher l'empathie chez l'autre. Mais cela ne semble pas avoir fonctionné avec les jurés. L'avocat général avait demandé 16 ans et la Cour est revenue avec une condamnation à 24 ans. Les jurés ont augmenté de 8 ans le quantum de la peine réclamée par l'avocat général, ce qui est extrêmement rare. Alexandre Polack va faire appel de sa condamnation et donc il va y avoir très rapidement un deuxième procès en appel qui va avoir lieu en 2025, au mois de février, donc à la cour d'assises des Vosges, à Épinal. Seulement voilà, lors de cette seconde audience, un élément va venir accabler encore davantage Alexandre Polack. Dans le temps de son incarcération, Alexandre Polack a repris contact avec une jeune fille de ses connaissances. Ils vont échanger des lettres de plus en plus explicites. Ces lettres ont été produites à l'audience et on y voyait quoi ? On y lisait qu'on restait dans le même univers, un univers morbide qui était fait de sang. On se dit mais il a quand même passé déjà près de 4 ans en détention et il est toujours au même point. Ça a un effet dévastateur auprès de la cour et des jurés. Puisque donc à l'issue de cette deuxième audience, Alexandre Polack va être condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Donc voilà, 6 ans de plus qu'en première instance. Un véritable soulagement pour Adrien, qui redoute énormément d'être un jour confronté de nouveau à son agresseur. La sortie, comment ça va être ? Est-ce qu'il va m'en vouloir ? Est-ce qu'il va pas essayer de me terminer ? C'est ça la question maintenant. Car désormais, non seulement Adrien est handicapé à vie, il a perdu l'usage de sa main et il va avoir un taux d'incapacité de 30%, ce qui est énorme. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Mes lacets, faire mes boutons de chemise, couper mon steak. Ma mère me fait tout. Ça fait 5 ans, elle vit pour moi. Il s'en veut parce que voilà, j'ai sacrifié une partie de ma vie pour lui. Mais après, c'est mon rôle de mère. On doit l'aimer comme il est là maintenant. Mais au-delà des séquelles physiques, le jeune homme doit aussi vivre avec le traumatisme de son agression. J'ai plus confiance à personne, uniquement la famille. Je vais rarement dehors, je sors rarement en boîte de nuit, je sors rarement en ville, c'est une fois tous les 6 mois et quand je sors, je vais analyser tout le monde. Je vais pas profiter de ma soirée, je vais analyser le comportement de chacun. S'il y en a pas un qui va se montrer agressif, sortir une lame, machin, un truc, on sait jamais maintenant. Je me méfie de tout le monde, tout le temps. Il y a de la paranoïa. Donc on a fait poser des alarmes chez nous, les portes sont toutes enfermées, les volets. Il y a toujours quelqu'un qui est présent pour lui. Il peut pas être seul, s'il est seul, il dormira pas. Et surtout, il est devenu impossible pour Adrien d'envisager l'avenir sereinement. Il a pris conscience qu'il allait avoir beaucoup d'arthrose. Donc il va beaucoup souffrir. Donc ça a aussi changé son état d'esprit par rapport à sa vie. Je me projetais énormément avant. Énormément de projets, énormément. Je vis au jour le jour maintenant, je me projette plus, c'est fini. C'est décourageant parfois. Et
Mais voilà, on est là et puis il y aura peut-être une étincelle, quelque chose qui fera qu'il aura envie de se dire ah, la vie elle est belle. On l'espère pour lui. En 2007, en Italie, une affaire criminelle attire une attention internationale immédiate et durable. Ce qui commence comme une enquête sur un homicide dans la ville de Pérouse devient rapidement un dossier emblématique, où se croisent justice italienne, médias mondiaux et perceptions divergentes. L'affaire dépasse très vite le cadre local pour s'inscrire dans un espace global où chaque élément est analysé, interprété et parfois amplifié. Au centre de cette affaire se trouve Amanda Knox, étudiante américaine dont la présence en Italie et l'implication dans l'enquête vont transformer un dossier judiciaire en phénomène médiatique international. Très rapidement, l'affaire ne repose plus uniquement sur les faits, mais aussi sur leur interprétation à travers différents contextes culturels et judiciaires. Dès les premières étapes, une tension apparaît entre deux dynamiques, celle de l'enquête, menée selon les procédures italiennes, et celle de la médiatisation, qui diffuse les informations à une échelle mondiale. Cette tension va structurer toute l'affaire, en créant des lectures multiples, parfois contradictoires, d'un même ensemble de faits. Ce qui se construit alors n'est pas seulement une enquête, mais un affrontement de perceptions. Entre justice et récit. Entre faits et interprétation. L'affaire débute avec la découverte d'un homicide dans un appartement partagé à Pérouse. Les autorités italiennes interviennent rapidement pour sécuriser les lieux, analyser les éléments disponibles et entamer une enquête visant à comprendre les circonstances précises des faits. Dans un premier temps, le processus suit une logique classique, identification des personnes liées à la scène, recueil de témoignages, analyse des indices. Mais très rapidement, certains éléments attirent l'attention et orientent l'enquête vers des hypothèses plus complexes. Le comportement des personnes proches de la victime, leurs déclarations et certaines incohérences perçues deviennent des points d'analyse. Dans ce contexte, Amanda Knox apparaît comme une figure centrale, non seulement en raison de sa présence, mais aussi de la manière dont ses interactions sont interprétées. La médiatisation intervient presque immédiatement. Les médias italiens relaient les premières informations, bientôt suivies par la presse internationale. Le fait que Knox soit américaine joue un rôle déterminant dans cette amplification. L'affaire n'est plus seulement italienne, elle devient transnationale. Chaque détail est alors observé, discuté, parfois extrapolé. Les comportements sont interprétés, les attitudes analysées, les déclarations décortiquées. Cette attention constante transforme la perception de l'affaire. Elle ne repose plus uniquement sur les faits établis, mais sur une accumulation d'éléments interprétés dans différents contextes culturels. Très vite, plusieurs récits émergent. Certains s'appuient sur les éléments de l'enquête, d'autres sur des impressions, des analyses médiatiques ou des stéréotypes culturels. Cette multiplicité de lectures crée une instabilité dans la compréhension globale, car elle empêche l'émergence immédiate d'une version unique et cohérente. Dans ce contexte, l'enquête avance, mais elle n'avance pas seule. Elle est accompagnée, commentée et parfois influencée par un flux constant d'informations et d'interprétations. Ce qui rend cette affaire particulière dès ses débuts, ce n'est pas seulement la gravité des faits, mais la manière dont ils sont perçus, à travers des regards multiples, et souvent divergents. À mesure que l'enquête progresse autour de Amanda Knox, elle s'inscrit de plus en plus dans un environnement marqué par une forte exposition médiatique et par des interprétations multiples qui évoluent en parallèle du travail judiciaire. Les autorités italiennes poursuivent une analyse méthodique des éléments disponibles, en cherchant à établir une chronologie précise et à comprendre les interactions entre les personnes impliquées, mais ce processus se déroule sous un regard constant, où chaque détail est immédiatement relayé et discuté. Les déclarations, les comportements et les éléments matériels deviennent rapidement des points de tension. Certains aspects sont perçus comme incohérents ou difficiles à interpréter, ce qui ouvre la voie à différentes hypothèses. Ces incertitudes, normales dans une phase d'enquête, prennent une ampleur particulière en raison de leur diffusion médiatique. Elles ne restent pas confinées au dossier judiciaire, mais circulent dans l'espace public, où elles sont analysées, simplifiées ou amplifiées. Dans ce contexte, plusieurs récits commencent à se structurer. D'un côté, celui des enquêteurs,
fondée sur l'accumulation et la vérification des preuves, cherchant à construire une version cohérente des faits. De l'autre, des récits médiatiques qui évoluent plus rapidement, influencés par les informations disponibles, mais aussi par des facteurs culturels, émotionnels et narratifs. Ces récits ne sont pas nécessairement opposés, mais ils ne coïncident pas non plus parfaitement, ce qui crée une perception fragmentée de l'affaire. La dimension internationale renforce cette fragmentation. Les médias italiens et anglo-saxons ne présentent pas toujours les mêmes éléments de la même manière. Les différences de contexte juridique et culturel influencent l'interprétation des faits, ce qui conduit à des lectures parfois très éloignées les unes des autres. Ce phénomène transforme l'affaire en un espace de confrontation indirecte entre différentes visions de la justice et de la responsabilité. Parallèlement, la figure d'Amanda Knox devient un point central de cette construction narrative. Son image évolue au fil des informations diffusées, oscillant entre différentes interprétations selon les sources et les contextes. Cette focalisation sur une personne contribue à simplifier une affaire complexe, en concentrant l'attention sur des éléments visibles plutôt que sur l'ensemble du dossier. Les enquêteurs, de leur côté, continuent à travailler selon une logique différente, centrée sur la cohérence et la vérification. Ils analysent les preuves, confrontent les versions, cherchent à réduire les incertitudes. Mais leur progression est souvent perçue à travers le prisme médiatique, ce qui peut donner une impression de contradiction ou d'instabilité, même lorsque le processus suit une logique rigoureuse. Ce qui se met en place à ce stade est une double construction de la réalité. L'une repose sur les faits en cours d'établissement, l'autre sur leur interprétation immédiate. Cette coexistence rend l'affaire difficile à appréhender dans son ensemble, car elle superpose des niveaux de compréhension différents. Ainsi, l'enquête avance dans un espace où les faits ne sont pas seulement découverts, mais aussi constamment interprétés. Cette situation prépare la phase suivante, où ces différentes lectures devront être confrontées dans un cadre formel, celui du procès, où la complexité accumulée devra être organisée en une version cohérente et juridiquement évaluée. À mesure que l'enquête autour de Amanda Knox se consolide, elle entre dans une phase où les éléments accumulés commencent à être organisés en un ensemble cohérent, destiné à soutenir une procédure judiciaire. Les autorités italiennes ne cherchent plus seulement à explorer des pistes, mais à construire une lecture structurée des faits, en reliant les preuves matérielles, les témoignages et les analyses techniques dans une chronologie précise. Cette transformation marque un passage important, l'enquête devient argumentative, orientée vers la démonstration. Cependant, cette structuration intervient dans un contexte déjà fortement influencé par la médiatisation. Les éléments du dossier, souvent complexes, continuent d'être diffusés de manière partielle, ce qui entretient une diversité d'interprétations. Certaines analyses mettent en avant la cohérence globale des faits telle qu'elle est présentée par les enquêteurs, tandis que d'autres insistent sur les incertitudes, les contradictions apparentes ou les limites des preuves. Cette coexistence de lecture renforce la difficulté à établir une compréhension partagée de l'affaire. La dimension internationale accentue encore cette divergence. Les médias italiens s'inscrivent dans une logique proche du cadre judiciaire local, tandis que les médias étrangers, notamment américains, adoptent parfois des perspectives différentes, influencées par leurs propres références culturelles et juridiques. Ce décalage ne concerne pas seulement les faits, mais leur signification. Il contribue à créer deux espaces de perception parallèles, où une même information peut être interprétée de manière distincte. Dans ce contexte, la figure d'Amanda Knox continue d'évoluer au centre du récit. Elle n'est plus seulement une personne impliquée dans une enquête, mais un symbole autour duquel se cristallisent des interprétations opposées. Cette personnalisation renforce l'intensité médiatique, mais elle peut aussi simplifier une réalité plus complexe, en réduisant l'ensemble du dossier à une lecture centrée sur un individu. Pour les autorités, l'objectif reste de stabiliser le dossier en identifiant les éléments les plus solides et en construisant une argumentation capable de résister à une analyse judiciaire. Cela implique de hiérarchiser les preuves, d'écarter certaines hypothèses et de renforcer celles qui apparaissent les plus cohérentes. Ce processus de sélection est essentiel, car il prépare la phase suivante, où ces éléments seront examinés dans un cadre formel. À mesure que cette structuration progresse, les positions se renforcent. Les interprétations deviennent plus affirmées, les lectures opposées se consolident. Ce phénomène est amplifié par la répétition médiatique,
qui stabilise certaines perceptions même lorsque le dossier continue d'évoluer. Ainsi, l'affaire atteint un point où elle est à la fois plus claire sur le plan judiciaire et plus divisée sur le plan public. Les faits sont mieux organisés, mais leur signification reste disputée. Cette tension prépare directement le passage au procès, où ces différentes interprétations devront être confrontées dans un espace unique, soumis à des stricts, avec pour objectif de transformer une complexité accumulée en une décision claire. Lorsque le procès d'Amanda Knox s'ouvre en Italie, l'affaire est déjà profondément marquée par des mois d'exposition médiatique et par la coexistence de récits divergents. Le tribunal devient alors le lieu où ces différentes lectures doivent être confrontées dans un cadre structuré, fondé sur des juridiques précises, mais cette confrontation ne se déroule pas dans un vide, elle est suivie en temps réel par un public international qui continue d'interpréter chaque élément. L'accusation présente une construction des faits basée sur les éléments retenus lors de l'enquête, cherchant à établir une cohérence globale entre les preuves matérielles, les témoignages et la chronologie. Cette présentation vise à donner une lecture unifiée de l'événement, capable de soutenir une responsabilité pénale. La défense, de son côté, adopte une stratégie centrée sur la remise en question de cette cohérence, en mettant en avant les incertitudes, les contradictions et les limites des éléments présentés. Elle insiste sur le fait que certaines preuves peuvent être interprétées différemment et que le doute doit être pris en compte. Ce face-à-face transforme le procès en une confrontation entre deux logiques, celle de la construction d'un récit cohérent et celle de sa déconstruction. Chaque élément est discuté non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il signifie dans l'ensemble du dossier. Les experts jouent un rôle clé, en apportant des analyses techniques qui peuvent renforcer ou fragiliser les interprétations proposées. La médiatisation reste un facteur déterminant. Les audiences sont largement relayées, les arguments sont analysés et souvent simplifiés pour être accessibles à un public large. Cette diffusion constante crée une perception dynamique du procès, où les positions peuvent évoluer en fonction des éléments mis en avant. Cependant, elle contribue aussi à maintenir une lecture fragmentée, car tous les aspects du dossier ne sont pas perçus avec la même intensité. Un élément central de cette phase est la différence entre les systèmes judiciaires perçus. Le fonctionnement de la justice italienne, avec ses spécificités procédurales, est parfois interprété à travers des références étrangères qui ne correspondent pas toujours à sa logique interne. Cette différence renforce les incompréhensions et alimente les divergences d'interprétation, notamment dans les médias internationaux. À mesure que le procès avance, une structuration progressive apparaît. Les arguments sont répétés, précisés, confrontés. Les juges doivent évaluer non seulement la force des preuves, mais aussi la cohérence globale des récits proposés. Ce processus vise à transformer une complexité accumulée en une décision juridiquement fondée. Les verdicts et les appels successifs ajoutent une dimension supplémentaire à l'affaire, en montrant que la vérité judiciaire elle-même peut évoluer au fil des procédures. Chaque décision ne remplace pas simplement la précédente, elle s'inscrit dans une dynamique où le dossier est réexaminé, réinterprété, reconsidéré. Cette succession renforce l'impression d'instabilité pour le public, qui perçoit des changements là où le système judiciaire suit en réalité ses propres mécanismes. Ainsi, le procès ne produit pas une simple conclusion immédiate, mais une série de décisions qui participent à la construction progressive d'une vérité judiciaire. Cette vérité se forme dans un espace où les faits, les interprétations et les perceptions continuent de coexister, sans toujours converger. Ce qui rend cette phase particulièrement marquante, c'est la manière dont elle révèle les limites d'une compréhension unique. Le tribunal cherche à établir une version cohérente des faits, mais cette version est reçue dans un environnement où d'autres lectures restent actives. Le procès devient alors non seulement un moment de décision, mais aussi un point de cristallisation des divergences. Une étape où la justice formalise une réponse, tandis que le débat public, lui, continue d'exister, parfois indépendamment de cette réponse. Après les différentes décisions rendues dans l'affaire impliquant Amanda Knox, le cadre judiciaire atteint une forme de stabilisation, mais cette stabilité reste relative en raison du parcours procédural complexe qui a marqué le dossier. Les condamnations initiales, les appels, puis les décisions finales illustrent le fonctionnement du système judiciaire italien, où une affaire peut être réexaminée à plusieurs reprises afin d'assurer une évaluation approfondie des preuves et des arguments. Ce processus, cohérent dans sa logique interne,
a cependant contribué à une perception d'instabilité dans l'espace public, où chaque décision a été interprétée comme une remise en question de la précédente. Dans ce contexte, la vérité judiciaire s'est construite progressivement, non pas comme une conclusion immédiate, mais comme le résultat d'une série d'évaluations successives. Chaque étape a permis de reconsidérer les éléments du dossier, d'en confirmer certains et d'en fragiliser d'autres. Cette dynamique a renforcé la complexité de l'affaire, car elle a produit plusieurs versions judiciaires avant d'aboutir à une conclusion définitive. Parallèlement, la médiatisation n'a jamais cessé d'accompagner ces évolutions. Chaque décision a été largement relayée, analysée et interprétée à l'échelle internationale. Les médias ont souvent présenté ces changements comme des retournements, alors qu'ils s'inscrivaient dans un processus juridique structuré. Cette différence de lecture a contribué à maintenir un écart entre la compréhension juridique et la perception publique. La dimension internationale de l'affaire a joué un rôle central dans cette persistance. Les interprétations ont continué à diverger selon les contextes culturels et médiatiques, certaines mettant en avant les mécanismes du système italien, d'autres insistant sur les incertitudes du dossier. Cette pluralité de lecture a empêché l'émergence d'une compréhension unique et stable dans l'opinion publique. Avec le temps, l'affaire s'est transformée en référence. Elle est analysée non seulement pour ses éléments factuels, mais aussi pour ce qu'elle révèle sur la relation entre justice et médias dans un contexte globalisé. Elle montre comment une procédure judiciaire peut être perçue différemment selon les cadres culturels et comment la diffusion continue de l'information influence durablement cette perception. L'histoire d'Amanda Knox présente une structure judiciaire identifiable, une enquête, un procès, des appels, puis une décision finale. Cette structure reflète le fonctionnement d'un système juridique qui privilégie la réévaluation et la vérification, afin d'aboutir à une conclusion la plus solide possible. Cependant, au-delà de cette structure, l'affaire révèle une réalité plus complexe. Elle s'est développée dans un environnement où les faits ont été constamment exposés, interprétés et parfois transformés par leur diffusion médiatique. Cette exposition a créé une pluralité de récits qui ne disparaissent pas une fois la décision finale rendue. Ce qui rend cette affaire particulière, ce n'est pas seulement son parcours judiciaire, mais l'écart entre les différentes manières de la comprendre. D'un côté, une vérité juridique construite selon des règles précises et validées à travers plusieurs niveaux de décision. De l'autre, des perceptions issues de contextes culturels variés, influencées par des représentations médiatiques et des cadres d'analyse différents. Cet écart ne peut pas être entièrement résolu, car il repose sur des logiques distinctes. Le système judiciaire cherche à établir ce qui peut être démontré, tandis que l'espace public construit des interprétations à partir d'éléments souvent partiels. Lorsque ces deux dynamiques ne convergent pas, une multiplicité de lectures persiste. Avec le temps, l'affaire ne disparaît pas, elle se transforme en objet d'analyse. Elle devient un exemple de la manière dont une procédure judiciaire peut être perçue à travers des prismes différents, et comment cette perception peut évoluer indépendamment des conclusions légales. Ainsi, la décision finale marque la fin du processus judiciaire, mais pas celle de l'histoire. Celle-ci continue d'exister dans les récits, les analyses et les débats qui l'entourent, illustrant la complexité de toute affaire où la vérité se construit à la fois dans les tribunaux et dans l'espace public.